Le parcours de Loi Lilith de Martin Christian, lu par K00 pour audiocité.net. Loi blanche. C'était un week-end de Toussaint, comme bien d'autres, gris et tristounet. Les portes des cimetières étaient comme de coutume, gaies et colorées. Pierre, mon compagnon, et moi-même, Sacha, allions consoler Roland, mon ami d'enfance qui vivait sa 3e séparation. Pour Pierre, c'était la première réunion de ce genre. Moi, j'aurais été des 3, et les 2 premières furent une apothéose de rire, dans une beuverie sans nom, mais où chaque fois, un événement important se passa. L'initiale fut il y a 20 ans. L'épouse de Roland, et mère de ses enfants, le quittait pour un bel hidalgo et collègue de travail. Roland avait appelé ses amis à la rescousse, et nous sonnions présents. Il y avait Yannick, mon ex-mari, Stéphane, un autre ami d'enfance. Laura, une copine désœuvrée et plaquée de frais, nous accompagnait. Nous allions rejoindre Roland dans le village où nous nous étions connus, Stéphane, Yannick et moi, pendant les vacances que nous passèrent ensemble de l'enfance à l'adolescence. Mes parents possédaient une maison de famille qu'ils avaient sommairement retapée pour y venir l'été, comme les parents de Yannick et de Stéphane. Roland était l'autochtone. Cette fois-là donc, après quelques pleurs d'usage, que notre présence assécha, Roland flasha pour Laura, qui le consola le soir même, devenant pour quelques années sa compagne. Mission accomplie, nous retournions en plaine le lendemain, sans Laura. Le village était accroché en haut des gorges du Chasse-Sac, près de Villefort et au pied d'un château moyenâgeux. Le lieu pittoresque se noyait dans les châtaigneraies et les genêts. Il fut le berceau de tous mes émois d'enfant puis d'adolescente. Le terrain de jeu, de bataille entre bandes rivales des villages voisins, de flirt, et enfin d'amour dans un calice d'herbe tendre avec Yannick, que j'admirais depuis toujours. C'était un prince charmant, beau, fort et courageux que je dus, malgré moi et à mon insu, partager avec plein d'autres princesses charmantes pendant que j'élevais nos enfants. Pierre découvrait les paysages cévenols d'automne et leur splendeur colorée, où le vert foncé des épicéas se noie dans une palette chatoyante, allant du brun au jaune tendre en passant par le rouge. Les feuilles jonchaient les bas-côtés de la route, comme le ferait la neige dans quelques semaines. Par endroits, c'étaient des châtaignes qui occupaient le territoire des feuilles mortes. Quelques automobilistes s'arrêtaient pour en ramasser et en faire le souper du soir au coin du feu. La conversation dans l'automobile en vint immanquablement à évoquer la nouvelle séparation de Roland d'avec Patricia, sa dernière compagne. Pierre n'avait pas été surpris de la nouvelle, et, comme je m'en étonnais, il répliqua un peu sèchement « Mais enfin, Sacha, tu n'as pas vu son manège depuis ces années ? Elle n'en avait que pour son fric, et ça se remarquait. Ce n'était pas le charme des Cévennes, ni le bide de Roland qui la faisait tenir. Elle voulait se marier, et quand elle a compris que Roland, pour une fois, serait ferme à ce sujet, elle est partie pour séduire le premier venu, avec le talent d'une nana qui affiche des heures de vol au compteur. Des heures de vol au compteur ? L'expression m'était encore inconnue, née sans doute dans quelques hangars de l'aviation balbutiante, où les hommes régnaient encore en maîtres. Je connaissais les filles faciles, celles que seul le train avait épargnées. Je connaissais les baisables, les bonnes, voire la plus salace, pignocumettable, mais pas celle qui affichait des heures de vol au compteur. Cette nouvelle expression du vocabulaire masculin m'offusqua un peu, juste un peu. Il faut reconnaître que les expressions relatant le nombre de partenaires féminins du mâle étaient plus restreintes et quelque part moins péjoratives. Coureur, tombeur, chaud lapin, au pire baiseur. L'homme porte souvent ces étiquettes comme des blasons. Le passé de Patricia ne nous intéresse pas, c'est hors sujet. Sa vie sexuelle avant Roland n'entre pas dans le débat. Pierre perçut cette réponse avec un petit sourire. Ok, ne le prends pas mal. Tu as parfois des réactions d'oie blanche quand on parle de l'amour. D'oie blanche ? Encore une expression inconnue. J'imaginais très bien son sens. Vierge éplorée, fleur bleue, romantique. Moi ? Une oie blanche ? Peut-être oui. J'avais cru à l'amour avec Yannick, mon beau Yannick qui, avec l'âge et l'alcool, devint de moins en moins beau, de plus en plus lourd de silhouette et d'esprit.
Je me replongeai dans l'atmosphère de la deuxième séparation de Roland, il y a 10 ans. Encore une fois, Yannick, Stéphane et moi accourions. Le repas fut copieux et arrosé comme de coutume, et Yannick, comme de coutume, depuis quelques années, fut soûl. Stéphane devait partir tôt, le lendemain matin. Aussi avait-il quitté la table à une heure raisonnable, sobre, comme toujours. Nous nous sommes retrouvés seuls, Roland et moi, pour transporter mon mari ivre-mort sur l'un des lits jumeaux de notre chambre. Un peu essoufflé, Roland s'assit près de moi sur l'autre lit. Sous les ronflements tonitruants de mon ivrogne d'époux, il me raconta sa séparation douloureuse d'avec Laura, ses déboires avec ses enfants qui ne supportaient pas leur belle-mère et vice-versa. Bref, il raconta la longue liste de tous ces petits compromis anodins, ces petites tracasseries qui font le quotidien des couples recomposés et qui leur bouffent la vie. Par moments, et je pense l'alcool aidant, il pleurait sur mon épaule. Je lui caressais les cheveux. Il m'embrassait sur la joue, je l'embrassais sur le front. Il était comme un frère, Roland, et je le consolais en sœur, jusqu'à ce qu'il s'aventure sur mes lèvres, sur mon cou, et que je le laisse faire. Bientôt, ses mains qui câlinaient mon dos, par-dessus le pull, se glissèrent sur ma peau. Des frissons m'envahirent. Je laissai aller ses doigts. Je laissai aller mon corps qui s'allongea sur le petit lit. Nos lèvres s'effleurèrent. Puis, je saisis son cou et appuyai ma bouche, mon corps, mon bassin, contre le sien. Une main glissa doucement sous mon soutien-gorge. Je relâchai mon étreinte un instant, histoire de me poser une question qui demeura sans réponse. J'arrête? Puis, au rythme des ronflements de Yannick, si proche que je sentais parfois son souffle alcoolisé sur ma peau, nos corps nus dansèrent un voluptueux ballet, accompagné d'un duo de gémissements psalmodiant notre jouissance. Loi Blanche s'était offert une nuit d'amour extra-conjugale, presque incestueuse, avec un ami d'enfance, et sur le lit, jouxtant celui de son mari endormi. Voilà la seule aventure adultère de Loi Blanche, pensai-je. Mais quelle aventure! Mon Dieu, que ce fut bon! Bref, mais bon. Nous partions, Yannick et moi, le lendemain. Il n'y eut pas de suite à cette étreinte. Nous n'en avons jamais parlé, même dans les rencontres épisodiques qui suivirent. Je divorçai d'avec Yannick 1 an plus tard, lassé de sa lente descente aux enfers de l'alcoolisme, pour rencontrer Pierre, l'homme de ma vie, et compagnon depuis 10 ans. Pierre est un homme merveilleux, attentionné, doux, amoureux encore et sobre, le rêve, enfin, mon rêve. Pas macho pour dessous, mais bon, c'est un homme, et il a du mal à l'oublier quand il parle des femmes, même s'il fait des progrès, mais peut toujours mieux faire. Une arête de Loi Blanche, ce jour-là, avait dû me rester coincée dans la gorge. Je restai donc muette jusqu'à notre arrivée dans le village. Je pus à loisir observer le paysage et les 1000 recoins de mon enfance aux abords du hameau. Surtout le mûrier, là dans le champ. C'était un soir d'août, l'air exhalait des parfums de foin coupé. Je devais avoir 14 ans ou 15, je ne sais plus exactement. Stéphane m'avait pris la main en regardant les étoiles. Cette main m'a bouleversée, je ne sais pourquoi. Est-ce sa douceur, sa chaleur? L'interrogation fugace de la signification de ce geste. Enfin, ce fut un plaisir que je ne ressentis plus en saisissant la main d'un amoureux pour la première fois. Nous nous sommes assis, sous le mûrier centenaire, sa main a lâché la mienne pour la poser sur mon épaule. Nos visages se sont tournés l'un vers l'autre, et nos bouches se sont unies. Nos langues, d'abord timides, ont tâté le terrain, puis se sont livrées à une exploration méthodique de la cavité qui jusqu'alors était défendue. « Ne mets pas tes doigts dans ta bouche, c'est sale. Ne lèche pas la cuillère de ton frère. » Jusqu'aux quelques gouttes de salive sur la joue qui me faisaient horreur lors d'un bisou et que j'effaçais d'un revers de main avec précipitation. Je ne sais plus si c'était la sensualité du baiser, ou bien la transgression d'un interdit, la remise en cause de l'hygiène élémentaire inculquée depuis l'enfance qui me donnait du plaisir. Je m'étais, même, exceptionnellement, lavé les dents ce jour-là. Prémonition. Le flirt dura quelques jours, en fait jusqu'à la fin très proche des vacances.
Le dernier baiser se fit sous le mûrier. L'année suivante, Stéphane ne semblait plus attiré par mon charme. C'est Yannick qui prit le relais. Vous savez la suite. Cependant, j'ai gardé une immense affection pour Stéphane, pour ne pas dire autre chose. D'autant plus que des 3 amis d'enfance, il resta au fil des ans beau, svelte, toujours séduisant et distingué. Je ne le vis qu'une fois accompagné d'une amie. Loi Lilith. L'accueil de Roland fut chaleureux, comme de coutume. Il semblait peu affecté en comparaison de ses déboires sentimentaux. Peut-être qu'au fil des séparations, le deuil de l'être aimé qui s'en va est plus facile. Stéphane, toujours aussi séduisant et célibataire, était là. Yannick, mon ex-mari, ne serait pas de la fête. Il était hospitalisé pour sa énième cure de désintoxication. Je le savais, et s'il avait dû être là, je serais monté seul. Pierre et moi-même n'avions guère envie de mélanger nos passés intimes. Il y avait là un couple de voisins qui avaient retapé la ruine d'à côté. Virginie, belle quadragénaire, aux formes généreuses, là où il faut pour les hommes, très élégante, trop pour le lieu, et Gérard, musculeux quinquagénaire, en treillis, chasseur, pêche et tradition. Enfin, parmi les invités, Raphaël, un bel hidalgo de 30 ans, tâcheron employé par Roland, depuis quelques mois, pour finir d'aménager en gîte l'ancienne bergerie. Le repas, bien arrosé, fut cordial, les rires et les blagues fusaient. Quelques salasses de Gérard faisaient rougir Virginie. Pierre et Stéphane ne buvaient pas. Moi, je ne détestais pas le vin, et je l'avoue, ce soir-là, encore moins que d'habitude. Gérard avait du mal à cacher des opinions très tranchées sur la couleur de peau de ses frères hommes. La longueur du sexe semblait aussi avoir son importance, ainsi que fut le canon de fusil et la flexibilité de la canne à pêche. La péninsule ibérique semblait être le dernier refuge de la civilisation, encore que la présence de Raphaël, pour ne pas refroidir l'ambiance, y était pour beaucoup. Au-delà de cette satanée Méditerranée, et peut-être au-delà des Pyrénées, commençait le territoire des bronzés. Au fil des allusions ou plaisanteries douteuses sur les étrangers de tout poil qui balisaient le discours de Gérard, Roland prenait une mine sévère, riait de moins en moins, puis, avec le tact et la mesure légendaire que je connaissais de mon hôte, il prit, avec une certaine solennité, la parole, interrompant la logorrhée de l'homme en treillis. Gérard, je m'excuse de t'interrompre, mais la pièce où nous mangeons, considère-la comme un sanctuaire, où certains propos ne peuvent être prononcés, pour 2 raisons. Il y a 60 ans, des groupes de résistants se réunissaient ici même. Il y avait mon père et mon grand-père parmi eux. Leur combat périlleux et dangereux était contre le nazisme. Certains juifs pourchassés se sont même cachés ici, sous leur protection. Il y a 30 ans, à la fin de la guerre d'Algérie, 40 harkis ont été parqués ici, oubliés dans ce petit village perdu, où ils y ont fini leur jour, déracinés, abandonnés. J'ai vécu parmi eux, et 2 familles vivaient séant. Alors, sans vouloir te froisser, parlons de tout, et rions de tout, sauf des Juifs et des Arabes, si tu le veux bien. Gérard resta un instant silencieux, puis enchaîna pour se défendre. Mais je n'ai rien contre les Juifs. Je n'en doute pas, Gérard. Roland lui fit un petit sourire bienveillant et un clin d'œil. Pour dégeler l'atmosphère et détourner la conversation, je m'extasiais devant l'un des nombreux objets hétéroclites qui traînaient dans la pièce. Roland écumait tous les vides-greniers de la région, et revenait toujours avec quelque chose, qui s'ajoutait pour encombrer la salle un peu plus. J'imagine que cette passion ne devait pas être du goût de Patricia, son ex. Il faut avouer que les objets en question n'étaient pas d'une esthétique exceptionnelle, mais bon, celui-là attirait mon attention. C'était une boîte en bois, carrée, large de 50 centimètres, où était sculptée, sur le couvercle, une forme étrange. Enfin, étrange. Il me semblait bien en percer la signification. Roland posa fièrement la boîte sur la table. « Sacha, bravo! C'est mon plus bel objet. Il a une valeur inestimable et une histoire exceptionnelle. Je vois que tu flashes sur la sculpture. As-tu un problème ?» me dit-il en souriant. Un peu gêné, je lui fis part de ce qu'elle m'évoquait. On dirait un sexe de femme. Roland, interrogatif et enfilant ses lunettes, me demanda de lui montrer. Je glissai alors mon doigt sur le vernis brun pâle,
effleurant ce qui m'évoquait les grandes lèvres, rigides, un peu grossières, puis les petites lèvres, festonnées, fines et tendres. Enfin plus haut, suspendu, et semblant soutenir le voile de chair du sexe féminin, le clitoris. Petit bouton lisse, à la forme oblongue, où mon index s'attarda un instant. Relevant la tête, je pus remarquer un certain émoi dans les yeux de la tablée. Ma caresse de l'objet semblait leur suggérer quelque chose de précis que l'oie blanche, que je semblais être, ne perçut pas tout de suite. Roland se tourna vers Virginie. « Et toi, tu vois la même chose ?» dit-il d'un air qui frisait la lubricité. Elle était en face de moi, et voyait donc la sculpture inversée. Elle posa doucement sa main aux ongles vernis de rouge pourpre sur le couvercle de la boîte, et en remontant doucement le long d'un cône cylindrique, elle dit rougissante un rien ingénu. On dirait plutôt un pénis en érection. Ses doigts posément atteignirent un renflement qui pour moi ressemblait à un cœur. Elle en épousa lentement le relief, entre le pouce et l'index, pour arriver à la pointe où les deux doigts se rejoignirent enfin. Les mâles n'avaient rien perdu de cette lente exploration de ce qui lui semblait être un pénis. Sûrs qu'ils auraient aimé que ce fût le leur, qui s'étala ainsi sur le couvercle. Roland éclata de rire. « C'est incroyable! Et l'on dit que c'est nous, les hommes, qui avons l'esprit mal tourné. » Il prit la boîte et l'écarta de la table pour la montrer à la verticale. « Stéphane, franchement, tu vois quoi là ?» Et Stéphane, sans hésiter une seconde, s'exclama. « Une orchidée, évidemment !» Évidemment, à la verticale et de loin, la fleur se révélait à la vue de tous, dans toute sa splendeur, aux formes ambiguës. Virginie et moi avons eu, je pense, la même sensation de nous être fait piéger. Je ne me démontais pas. Tout cela ne nous dit pas qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, et en quoi elle est si extraordinaire. Roland prit un air solennel. Je l'ai trouvé au vide-grenier de Villefort. C'est un jeu de loi. Il ouvrit le boîtier. Il daterait du début du XIXe siècle, fin XVIIIe. J'observai le jeu. Il paraissait ancien, et les dessins des cases, un peu jaunis, conventionnels. Le dé était plus grand que de coutume. Roland poursuivit ses explications. Il y a une règle un peu différente. Rien ne le différenciait pourtant, à première vue, d'un jeu de loi traditionnel, tel que nous y jouions, il y a 40 ans, les après-midi pluvieux, entre un 8 américain et un Monopoly. L'escalier, saute-mouton, la prison, le puits, l'hôtel, le terrible cimetière où l'on repart au début, le labyrinthe, les oies. Non, rien ne me paraissait inhabituel. La règle de ce jeu que je tiens dans la main, seule une femme tirée au sort pourra la lire. Il brandit le dé. Virginie, père ou impair? Elle murmura. Père? Roland jeta le gros dé sur la table. Il roula un peu, et c'est le 5 qui sortit. Sacha, tu seras donc, si tu le désires, et quand tu auras pris connaissance de la règle, loi Lilith. Décidément, pensai-je, les oies me poursuivent aujourd'hui. Après loi blanche, loi Lilith. Quelle promotion! Je prenais connaissance de la règle du jeu, pendant que Roland nous révélait que ce jeu était utilisé dans certains salons libertins de l'époque. Sur chaque face du gros dé était dessinée une région du corps. Le 6, les jambes, le 5, le ventre, le 4, les fesses, le 3, les épaules, le 2, le thorax, et le 1, le visage. À croire que le jeu devait se jouer aussi dans des harems musulmans. En effet, ces régions devaient être dévoilées chaque fois que le pion tombait sur l'une des cases clés, escalier, prison, puits. D'autres particularités concernaient ces cases, mais j'y reviendrai. La règle fondamentale était que loi Lilith avait tout pouvoir pour imposer ses propres règles ou arrêter le jeu quand bon lui semblait. Cette règle me plaisait. J'étais maître du jeu, maître de la destinée, de la nudité de chacun, maîtresse de bien d'autres choses à ma guise. Je revendiquais haut et fort ce statut à mes partenaires, ce qui rassura quelque part Virginie qui flairait un piège infernal qui aurait pu s'achever dans elle, ne savait quel mélange inégal. Mes coéquipiers hommes, un peu méfiants, étaient cependant confiants. En effet, le nombre supérieur leur donnait quelques espoirs de bon moment.
Ce fut donc tout simplement que la tablée accepta ce jeu sulfureux. Dès lors, la valse du dé régla les regards, les désirs, les fantasmes, mais aussi les peurs, celle de se dévoiler, d'exposer peut-être sa nudité et son intimité. La jalousie aussi. J'imaginais mal Pierre dévisageant les beaux seins de Virginie, peut-être même les caresser devant moi. Le mien n'était pas vilain, mais petit, encore juvénile, malgré mes 50 ans, bien droit et tendu. Privilège des petites poitrines de rester fermes malgré le temps. Le jeu se déroulait normalement, sauf si l'on tombait sur une case-clé où l'on devait donc dévoiler une partie de son corps. Jusque-là, rien de très osé, simple effeuillage en perspective. Un strip-jeu de loi, en quelque sorte. Pierre en prison, pour 2 tours, fit un 6 pour y parvenir, et donc dut montrer ses jambes en enlevant son pantalon. Là où la règle du jeu se corsait, c'est quand un joueur était rejoint par un autre sur la même case. Dans ce cas, une épreuve spécifique était prévue, mettant en jeu les 2 occupants de la case. Virginie en fit les frais la première, et tomba en prison avec Pierre en faisant un 2. Je m'écriai. L'occupant de la prison doit lui-même dénuder la partie du corps désignée par le dé. L'annonce fit grimacer Virginie, qui jeta un regard inquiet sur son mari. Pierre, impassible, ne put cacher un début d'érection qui sculptait son slip d'une tuméfaction ronde. Virginie portait une robe très décolletée qui descendait aux genoux. Les jambes étaient couvertes de collants opaques, tendus et moulants. Un gilet recouvrait ses bras et ses épaules, cachant partiellement son décolleté, ne laissant paraître qu'une fente profonde entre 2 collines de chair blanche et tendre. J'imaginais Pierre remontant doucement la robe, découvrant les jambes de Virginie moulées dans leurs collants, la chair du ventre et le nombril, pour arriver à un soutien-gorge en dentelle rouge transparente qui écrasait une auréole sombre et 2 pointes frissonnantes. J'imaginais ses doigts glisser lentement dans son dos pour dégrafer en expert, je lui faisais confiance, les crochets tendus de la lingerie. 2 beaux seins lourds et blancs s'affaisseraient à peine, libérés de leur calice de broderie. Eh bien non, rien ne se passerait ainsi. Loi Lilith allait trancher. Virginie ne peut pas dévoiler ses seins, car elle porte une robe. Elle n'a pas à dévoiler son ventre en même temps. Pierre trouva la sentence un peu partiale. « Attends, comment veux-tu dévoiler le thorax sans découvrir le ventre ?» J'élevai le ton. Je te rappelle que personne ici ne peut contester les décisions de Loi Lilith. On ne pourra donc dévoiler le thorax que lorsque le ventre ou les épaules seront déjà dévoilés. Pierre rengaina son érection naissante et baissa la tête en guise de soumission. Virginie se retrouva tout de même torse nu, une case-clé plus tard, pour le plus grand bonheur de la gente masculine et curieusement de son mari, fier quelque part d'exhiber les seins de sa femme, où se met parfois la fierté. Virginie, le visage de pourpre et les bras croisés sur la poitrine, put protéger ainsi sa pudeur entre 2 lancers de dés. Stéphane et Pierre purent aussi faire admirer leurs pectoraux, encore que ceux de Pierre se noyaient dans un panicule adipeux qui leur donnait une saillie très féminine. Les poils en plus. Stéphane, au contraire, arborait un torse fin, musculeux, juste ce qu'il faut, et une peau glabre. J'aimais bien caresser l'adiposité de Pierre. Je n'aurais pas détesté glisser mes doigts sur le torse de Stéphane, passer en douceur sur sa peau fine, câliner et faire saillir ses minuscules pointes sombres. Raphaël put montrer ses biceps avec ses épaules sous son débardeur, laissant présager une musculature de rêve, une musculature de magazine, où de beaux mannequins masculins exposent des maillots moulant des attributs alléchants. Ou alléchés. Allons donc, Loi Blanche était oubliée. Loi Lilith laissait vagabonder ses fantasmes, s'imaginant à genoux devant le bel éphèbe Raphaël et glissant doucement son slip jusqu'à en faire jaillir devant ses lèvres un sexe dur et long. Le dé faisait des dégâts à la pudeur. Roland dut se résoudre à tomber son caleçon et à montrer ses fesses. Il sut habilement cacher le reste. Gérard nous fit un début de striptease, sans talent,
pour enlever son t-shirt et dévoiler un torse velu et un ventre non moins velu et proéminent. Curieusement, au fil du jeu, je pus constater que les hommes montraient beaucoup d'empressement à exhiber leur torse, mais que le dessous de la ceinture restait difficile à dévoiler. Peut-être que leur particularité anatomique à géométrie variable les mettait dans une sorte de compétition auquel ils ne voulaient pas se soumettre, à l'exception de Gérard, qui trépignait d'impatience de nous révéler ses attributs. Virginie avait une pudeur feinte, quelque part savamment calculée, dévoilant des morceaux de sein à chaque lancer de dés. Quant à moi, je fis tomber nonchalamment mon jeans pour révéler mon string et mon petit postérieur masculin. J'étais trop absorbé par les cases et ma volonté de gagner et de me faire respecter. De plus, les appâts de Virginie semblaient plus convaincants. Je caracolai devant, talonné par Gérard, ce qui me fit tomber dans le puits en faisant un 6. Mes jambes étant déjà dénudées, je pus préserver le reste de ma pudeur. Mais Gérard tomba dans le puits avec moi en faisant un 4. Il descendit le treillis avec empressement pour me montrer son anatomie intime. Je l'arrêtai là. Tu n'as pas encore dévoilé tes jambes, tu dois donc, comme Virginie, attendre pour dévoiler le reste. Gérard remonta son pantalon en maugréant. Il n'aimait pas manifestement obéir à une femme, fût-elle loi Lilith. La règle était claire. Il pouvait caresser n'importe quelle partie de mon corps, jusqu'à ce que je fasse un 6. Qu'allait-il choisir? Une jambe, une cuisse, mes fesses? Peut-être glisserait-il sa main jusque dans mon soutien-gorge. Il posa une grosse main poilue sous mon nombril, les doigts écartés. Elle descendit sur mon string, descendit toujours plus bas, effleurant bientôt la fente lisse du nylon qui épousait une autre fente. Ses yeux lubriques me regardaient. Je fouillais son regard et cherchais celui de Pierre qui serrait les dents, prêt à exploser, mais impuissant, car seule loi Lilith avait le pouvoir de changer le cours du jeu. Pouvait-elle interdire ce que la règle autorisait? Quel crédit auraient alors ses décisions à venir si elle ne laissait pas cette main odieuse courir sur son string? Je prenais très à cœur mon rôle de maîtresse du jeu, mais à quel prix? Même Virginie était gênée par le choix de son mari. Le dé passait vite de main en main pour accélérer le jeu et me libérer de cette sale pâte qui pétrissait à présent le fin tissu et ce qu'il y avait dessous. Soudain, alors que je prenais le dé, je sentis son majeur s'insinuer sous l'étoffe et plonger dans mon sexe. Il en ressortit quand la face du 6 libérateur s'immobilisa. Alors je vis le geste odieux de Gérard. Il leva en l'air son majeur triomphal, tout brillant et humide de mon intimité, et le porta à la bouche pour le sucer. Ce geste jeta un froid, un instant. Dès lors, Gérard fut méprisé de tous. Plus aucune de ses plaisanteries ne dérida un visage. Il fut ignoré royalement, mais je ne suis pas sûr qu'il s'en rendît compte. Je repris ma marche triomphale vers le but ultime. J'y perdis mon pull, puis mon soutien-gorge. Virginie tomba dans le labyrinthe. Elle y abandonna son collant, qu'elle roula délicatement pour découvrir un string, puis de longues cuisses pleines, qu'elle dévoila lentement, l'une après l'autre, jusqu'aux pieds cambrés, aux ongles vernis d'un blanc laiteux. Ses seins ondulaient doucement à chaque geste, quand elle se penchait en avant pour libérer l'extrémité de ses orteils. 5 paires d'yeux masculins ne perdaient rien des gestes interminables et distingués de Virginie. Gérard manifestait quand même un certain agacement à devoir partager le spectacle. J'avoue que les seins de Virginie ne me laissaient pas non plus insensible. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais aimé plonger mon visage sur ses coussins doux, les masser, avaler ses mamelons sombres et saillants. Dans le labyrinthe, elle devait raconter un fantasme. Virginie, presque nue, se racla la gorge, un sourire ingénieux aux lèvres. Elle ne savait, manifestement, pas quoi raconter. Nous étions pendus aux lèvres muettes de sa belle et grande bouche parée d'un rouge qui faisait pâlir son visage. Elle écarta ses bras croisés jusqu'alors sur sa poitrine, libérant ses seins massifs et pourtant fermes. Ainsi exposée au regard de la tablée, l'inspiration sembla l'envahir.
Quand nous faisons l'amour, Gérard et moi, et que je suis sur lui, j'imagine qu'un autre homme entre dans la chambre et s'allonge sur moi pour me... Gérard se raidit. Pour te quoi? J'hallucine. Elle ne veut jamais que je lui fasse, et elle rêve qu'un autre homme la prend ainsi. Virginie, à son tour, connaissait l'humiliation. Roland et Pierre retenaient un fou rire. Le dé poursuivait sa course folle. Ils tombèrent bientôt dans la même case, devant se plier à la règle. Pierre posa une main sur les fesses de Roland en s'écriant « Ça va, ma poule !» Le fou rire contenu explosa entre les deux copains et gagna la tablée, comme une vague libératrice des tensions qui s'accumulaient depuis quelques cases. Même Gérard et Virginie cédèrent à l'allégresse. Raphaël, par l'entremise de quelques cis et de quelques oies, se trouva en tête et tomba en prison, nu comme un ver. Virginie vint le rejoindre avec son seul string. Là, le premier occupant devait embrasser une partie du corps dénudé du nouveau venu, en laissant passer 2 tours. La tension remonta d'un cran sur la table. Raphaël ne pouvait cacher son émoi. Une douce excroissance ferme et dure se tendit à mesure qu'il s'approchait de Virginie. Il hésita un instant, puis ses lèvres vinrent se coller sur celles de la belle invitée, qui ne tarda pas à les entr'ouvrir. Les 2 corps se collèrent alors, le sexe de Raphaël sur le nombril de Virginie, la main de Virginie sur la nuque de Raphaël, les mains de Raphaël sur les fesses de Virginie. Ciel, que ce baiser fut beau, qu'il fut long. Pensez, 2 tours, quelle chanceuse! Avait-elle mis un visage sur l'homme de son fantasme qui s'enfonçait dans son ventre pendant que Gérard besognait dessous avec un sexe que j'imaginais trop mou, imbibé d'alcool et trop hâtif pour lui donner la jouissance qu'elle espérait et qu'elle feignait parfois pour combler la fierté de son mari. Gérard camouflait mal sa rage. Il faillit même intervenir pour interrompre l'étreinte, mais Loi Lilith veillait. Je me mis en travers de son passage et sans dire un mot, j'élevai mon majeur à mon tour et le portai à ma bouche. L'allusion implicite stoppa net l'élan du mari jaloux. La partie reprit, silencieuse. Il y avait à nouveau comme un froid sur les 63 cases du jeu. Virginie rejoignit le cimetière et reprit à la case départ, en pouvant se rhabiller, ce qui soulagea Gérard. Le dé poursuivit son doux ronron, passant de main en main dans un silence glacial. Je vins rejoindre Stéphane sur une case. Je portais toujours mon string, lui n'était toujours que torse nu. Qu'allait-il me toucher, me caresser? Je mourais d'impatience de sentir ses mains. Il me prit un pied, le posa sur ses cuisses, et doucement insinua ses doigts entre chaque orteil, puis caressa le dos de mon pied, avant de prendre à 2 mains la cambrure de la plante et de lui imprimer de douces pressions avec les pouces. Tout mon corps était envahi de frissons, jusqu'à mes seins qui se hérissaient de bonheur. Stéphane était kiné de métier. En homme de l'art, il me faisait vibrer. Le dé cruel envoya Roland au cimetière. Moi, j'attendais mon tour et le bon chiffre pour finir la partie. Pierre aussi. Nous nous rencontrâmes dans l'avant-dernière case. Il me prit la main et l'embrassa tendrement. Il n'avait pas le droit de m'embrasser sur cette case, mais Loi Lilith accepta le geste aristocratique qui faisait honneur à son rang. Stéphane, qui avait entre-temps découvert ses jambes, tomba en prison et perdit son slip. C'est dans la tenue d'Adam qu'il accueillit Gérard en cette case. Le macho avait retrouvé le sourire depuis que Virginie, rhabillée, traînait dans les cases d'en bas. Avec un sourire carnassier, il défia Stéphane. « Heureusement que tu n'es pas pédé, hein? Sinon, Dieu sait où tu voudrais m'embrasser, » dit-il en regardant le sexe en berne de son colocataire en riant aux éclats. Stéphane, silencieux, regarda aussi un instant son sexe, qui se raidissait, puis fixa Gérard. « Je suis homosexuel. » L'annonce fit l'effet d'un coup de canon. Gérard blêmit, se décomposa. « Ah, elle est bien bonne, tu plaisantes. » Stéphane, gravement, fit non, d'un signe de la tête, regarda le sexe de Gérard et s'agenouilla. Le dé cessa de rouler joyeusement sur la table. Je ne savais que penser. Faisait-il un coup de bluff pour se venger du personnage odieux qui sévissait depuis le début?
Gérard s'écarta, apeuré, livide, sous le regard de tous. Loi Lilith se devait de donner le coup de grâce. « Mais Gérard, tu dois te plier à la règle du jeu, » dis-je perfidement et avec autorité. « Sinon, la règle impose que tu quittes le jeu et le lieu. » Gérard enfilait déjà son treillis. « Mais vous êtes tous malades ici. Je ne vais pas me faire sucer par une pédale. » Il prit Virginie par le bras, sans ménagement, et sortit de la pièce. Les 4 hommes qui restaient gardèrent les yeux fixés sur la porte qui venait de claquer, sans doute désolés de voir partir Virginie. Soudain, ils entendirent le dérouler dans leur dos. C'était mon tour. 3, j'ai gagné. Le gagnant peut choisir d'arrêter le jeu ou d'assouvir tous ses fantasmes si Loi Lilith est d'accord. Je choisis de finir la soirée avec le héros de la soirée. Je pris Stéphane par la main et l'entraînai vers la chambre, sous les regards stupéfaits des autres, vrais mâles normaux. Que croyaient-ils, ces bonobos? Que Loi Lilith allait se donner à tous les 3? Ou pire encore, stopper le jeu là? Ça non. Dans la chaleur de la chambre, je m'allongeai sur le ventre et demandai à Stéphane d'achever le massage qu'il avait commencé pendant le jeu. Après les pieds, ses mains envahirent mon corps, dans un balai de glissade et de pétrissage, des cuisses au dos en passant par les fesses. Il me confirma son homosexualité et me raconta sa vie, comment il avait perdu son premier compagnon, emporté par le sida après 18 ans de vie commune, comment il avait rencontré celui qui l'accompagnait à présent depuis 10 ans. Il m'expliqua sa souffrance de devoir cacher sa sexualité à ses parents et à ses amis. Seul Roland était au courant. Ses mains professionnelles me possédaient, sa voix suave, à la fois mâle dans la fréquence et féminine dans ses intonations m'apaisait. Je me retournai soudain. « Alors tu ne me désires pas ?»« Non, » dit-il doucement, tout en enchaînant son massage sur mes cuisses, interrompant la lente ascension de ses mains aux portes de mon sexe. Alors mes doigts glissèrent sur mon ventre, épousèrent la peau lisse du mont de Vénus soigneusement rasée, pour finir leur course sur un bouton tendre et doux, gâchette cachée et insaisissable du plaisir. Quelques passages suffirent pour inonder mon corps d'un plaisir immense, d'un orgasme dont les yeux neutres de Stéphane étaient les témoins. Je me retournai sur le ventre, le corps encore saisi de soubresauts de bonheur. Stéphane vint s'allonger près de moi. Il me dit tout bas à l'oreille. « C'était bien ?»« Oui, délicieux, lui répondis-je. Je m'endormais dans ses bras presque aussitôt. Épilogue. Au matin, quand Stéphane et moi-même apparaissions dans la cuisine, nous eûmes la surprise de voir nos 3 amis déguisés en soubrettes et les fesses à l'air, sous un tablier de cuisine. « Maîtresse, maîtresse, nous sommes à vos ordres !» s'écriait-il en réprimant difficilement un fou rire. La cuisine était rangée, la vaisselle faite, que du bonheur pour commencer la journée. Le petit déjeuner fut joyeux. Stéphane nous promit de venir, accompagné de son ami, la prochaine fois. La date fut fixée. Les éclats de rire fusaient à l'évocation de la soirée de la veille, la fuite de Gérard, les seins de Virginie. Bon, passons. Les hommes sont ainsi. Quand nous sortîmes pour rejoindre nos voitures, Virginie balayait le devant de sa porte. Pierre, Stéphane et moi sommes allés lui faire une bise d'au revoir. Son fond de teint cachait mal un hématome sur la pommette. « La prochaine fois, c'est moi qui invite » s'écria-t-elle. Roland la convia à boire un café. Elle accepta avec plaisir. Gérard est parti à la chasse pour la journée. « Raphaël est là ?» se renseigna-t-elle. Roland acquiesça d'un hochement affirmatif de la tête et avec un petit sourire entendu. Le ciel était bas et gris. Un crachin glacial balayait avec un petit vent nos visages transis. Les premiers kilomètres de route du retour furent silencieux entre Pierre et moi. Cette première intimité, depuis la soirée, était un peu difficile. C'est Pierre qui rompit le silence. « Alors, ta nuit d'amour avec Stéphane ?»« Bien, merci. »« Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait. »« Tu as raison, je ne te dirai rien de toute façon. En revanche, je peux te faire tout ce que je ne lui ai pas fait, et tu peux me faire tout ce qu'il ne m'a pas fait. » dis-je timidement. « Quand ça ?»« Tout de suite si tu veux. » La voiture, après un virage serré pour emprunter un petit chemin, cahota quelques mètres, puis s'immobilisa au son du frein à main. La brume envahissait la campagne,
Ses volutes caressaient le pare-brise. Bientôt, à l'oreille